La description que font les personnes qui ont Saturne en Bélier de ce placement est une description de quelque chose de difficile qui donne une impression d'avoir à la fois le pied sur la pédale d'accélérateur et à la fois le pied sur la pédale de frein et d'être constamment observé pour faire mieux. Il témoigne aussi de cette impression d'un combat qui n'en finit jamais, d'un combat duquel on ne peut pas sortir, puisque l'énergie de combat du Bélier se combine avec l'énergie de durée, l'énergie de frustration, l'énergie d'enfermement de Saturne. Donc cette combinaison demande vraiment à être comprise pour pouvoir être bien utilisée, puisque donc même les personnes qui ont cette configuration depuis des décennies, des fois ont encore cette impression donc d'une guerre intérieure, d'une guerre même extérieure qui n'en finirait pas. Saturne et Mars sont traditionnellement les deux planètes considérées comme maléfiques, apportant leur lot de difficultés, leur lot de frustration dans nos vies. Bien sûr, elles ont des caractéristiques positives, mais on peut se demander ce qui va se passer quand donc Saturne arrive sur le territoire de Mars, car non seulement ce sont deux planètes qui ont toutes deux une certaine capacité à nous montrer des faiblesses, à nous faire travailler des défauts, car non seulement ces deux planètes nous font généralement travailler assez dur, là où est votre Saturne natal, eh bien c'est un lieu, le signe et la maison qui vous demandent un travail assez exigeant, et il en est de même pour Mars, mais donc non seulement elles apportent ces difficultés, mais en plus leur façon de le faire est différente, donc elles ne vont pas se mettre d'accord facilement. Pour vous donner une image, c'est un petit peu comme si l'inspecteur en chef, l'inspecteur des impôts, l'inspecteur de l'éducation nationale, si vous voulez, Saturne, il a cette valeur de l'inspecteur des travaux finis, de celui qui va pousser à plus d'excellence, mais d'une façon souvent froide, souvent désagréable. Eh bien, que va-t-il se passer quand cet inspecteur des impôts général arrive dans le stade de foot, qui serait le lieu assez naturel du Bélier? Je dis stade de foot parce qu'il y a les deux aspects. Il y a dans le Bélier à la fois l'aspect de dépassement de soi, qui serait donc l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect qui serait représenté ici par les supporters, et bien de ce côté instinctif de cette vie débordante. Et évidemment, on voit le contraste qui peut exister entre une énergie qui serait plutôt donc en costume sombre, à vouloir remettre de l'ordre, à vouloir rediscipliner, et l'ambiance tout à fait survoltée, l'ambiance intense, l'ambiance pas tout à fait organisée qu'il peut y avoir dans un stade de foot. Si on creuse ce sujet de la rencontre de Mars, donc le Bélier dans notre cas, avec Saturne, eh bien on voit qu'il y a des tensions, mais il y a aussi un certain espoir. Il y a des tensions, eh bien parce que naturellement le territoire du Bélier est en carré avec le territoire naturel de Saturne qui est le Capricorne, également parce que Saturne est exalté en Balance, qui est le signe opposé du Bélier, donc Saturne va chercher une forme de compréhension, une forme de lissage, une forme d'harmonie par une réflexion, par une précision, là où le Bélier va simplement foncer, là où l'instinct le pousse, et il réfléchira peut-être, et probablement pas, après. Il y a un vrai potentiel de conflit dans la mesure où les éléments de la Terre, qui est l'élément naturel de Saturne, et l'élément du feu, qui est l'élément naturel du Bélier, eh bien, sont en carré, c'est-à-dire ils sont en conflit naturel. Maintenant, ce qui peut améliorer la situation, eh bien, c'est que Mars, lui, est content quand il est sur le territoire de Saturne, c'est-à-dire en Capricorne. On dit que Mars est exalté en Capricorne, ça veut dire que Mars, eh bien, va bénéficier, il va se développer, il va croître dans la rigueur, dans la froideur du Capricorne. Le Capricorne, et Saturne par extension, est donc l'ingrédient manquant au Bélier pour réellement construire quelque chose.
Donc ici, on voit où est la porte de sortie et on voit comment, pour beaucoup d'entre nous, ce transit qu'il va y avoir donc en 2025, 2026, 2027, eh bien, va être une belle opportunité de croissance, soit en allant structurer tous nos instincts parce que nous serions une personne trop impatiente, trop colérique, qui s'énerve trop facilement, qui n'arrive pas à aller au bout des tas de choses qu'elle commence. Ici, c'est l'ajout de Saturne à l'énergie Bélier qui serait bénéfique. Et inversement, pour des personnes qui n'oseraient pas passer à l'action, eh bien ici, notre inspecteur des impôts, il a envie de faire fructifier le stade de foot. Il a envie que ça rapporte de l'argent, pas simplement que ce soit un petit club local qui amuse la galerie, ça ne l'intéresse pas, mais il a envie que cette activité, cette émulation, cette émulsion, même on pourrait dire sportive, ce jaillissement de vie qu'est le bélier devienne quelque chose qui rapporte un résultat visible, un résultat appréciable, un résultat durable. Et donc là, notre stade de foot, il va tout à fait pouvoir grandir en rayonnement, grandir en organisation, grandir en bénéfices qu'il peut nous apporter. Les transits de Saturne font partie de leçons de vie que nous apprenons tous. Ce sont des transits lents, puisqu'en moyenne, ils durent 2 ans et demi. Vous savez que Saturne fait un tour complet du zodiaque en 29 ans et demi. Tous les 29 ans et demi, vous avez un retour de Saturne, avec, au moment exact du retour, eh bien, un programme de comment vous pouvez gagner en maturité dans les 29 ans et demi à venir. Et puis Saturne va passer dans chaque signe, et dans chaque signe, il va y avoir un aspect de cette grande leçon que vous êtes en train d'apprendre. Donc on est dans la catégorie des transits lents et des transits qui, justement, par le fait qu'en moyenne ça dure 2 ans et demi, nous apprennent des choses qui vont rester, qui vont s'imprimer profondément en nous et qui vont nous transformer. Imaginez donc que la dernière fois qu'on a eu un transit de Saturne, eh bien c'était il y a 27 ans. Donc on a tous un souvenir vague pour ceux qui ont l'âge possible, mais c'était déjà il y a très longtemps, et donc c'est un retour assez extraordinaire. Et pour ne pas que vous ayez simplement à me croire sur parole, on va regarder les 2 derniers passages de Saturne dans des signes. Si vous regardez cette vidéo au moment de sa publication, eh bien Saturne est en Poisson. Il y sera donc jusqu'en juin 2025, quand il passera une première fois dans le signe du Bélier. Et Poisson, donc c'est intéressant de voir pour vous ce qui s'est passé dans la période correspondante. C'est donc intéressant de regarder pour vous, aux dates qui s'affichent, ce qui s'est passé dans votre vie, comment vous avez eu l'impression qu'on vous poussait à acquérir une sagesse, à acquérir une maturité, à acquérir un caractère adulte, eh bien par rapport justement aux énergies du Poisson. Alors ça veut dire ici, le Poisson c'est le signe le plus mystique, c'est le signe le plus lié à nos rêves, à notre imagination, c'est un signe assez artistique aussi, et c'est celui qui peut être lié aussi à notre envie de fusion, que ce soit la fusion, aussi bien la fusion par l'alcool, la fusion par les drogues, mais également la fusion mystique. Voilà. Donc Saturne qui a été dans ce signe, eh bien, a pu dans un premier temps bloquer l'utilisation, on va dire, une utilisation assez immature justement de tout ce qui pourrait être nos addictions ou nos dilutions ou nos imaginations ou nos rêves. Saturne, on va le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo, procède en 2 phases, et la première phase, eh bien, c'est une phase de stop à la mauvaise utilisation des ressources. Donc on a pu avoir l'impression, dans un premier temps avec ce Saturne qui était en Poisson, que les rêves auxquels on avait accès facilement jusqu'à présent, une partie, eh bien, s'est fermée. Mais dans un deuxième temps, au contraire, Saturne a fait passer par le tamis de la raison, par le tamis de l'expérience, par le tamis de la sagesse, eh bien, tous ces rêves, toutes ces imaginations, pour que quelque chose puisse en émerger et nous donner, eh bien, disons, en faire quelque chose de tous ces rêves qu'on avait peut-être depuis longtemps. On a peut-être réussi à
à aller plus près d'un plan d'action ou à sélectionner quelque chose de réaliste parmi la masse de tous ces rêves pour au moins que quelque chose soit tangible pour les autres. En ce qui me concerne, Saturne en Poisson a été le moment où j'ai écrit justement un livre sur Neptune. Neptune étant le maître des poissons, et en écrivant ce livre, eh bien, Saturne, présent aussi donc au moment où je l'écrivais en tant que transit, eh bien, m'a enseigné comment je pouvais sculpter, on pourrait dire, ces parties un petit peu nébuleuses, ces parties neptuniennes, ces parties poissons de ma personnalité, de mon corps mental, le fait de devoir mettre en images, mettre en mots, de devoir structurer l'ensemble de mes pensées par rapport à ce qu'il y a de plus insaisissable de la vie, eh bien, me les a rendus plus disponibles, me les a rendus aussi plus fonctionnels, plus atterris. Enfin, c'est ce genre de choses qui a pu vous arriver en Saturne en Poisson. Mettez dans les commentaires si vous arrivez des choses vraiment différentes, mais a priori c'est de cet ordre-là, adapté évidemment à ce que vous êtes. Ça peut être des projets aussi scientifiques, ça peut être des nouvelles façons de faire en termes de management, etc. La période précédente de Saturne était celle de Saturne en Verseau, et probablement que, comme moi, ici, vous avez été amené à donner de la structure, à donner de la stabilité, à donner de la consistance à vos réseaux professionnels. Avec qui vous vous relationnez, qu'est-ce que vous faites avec ces personnes, et qu'est-ce que cela peut apporter de concret dans le monde. Éventuellement aussi, ça a pu être une période un peu plus de traversée du désert, dans le sens d'exil, où vous avez été poussé à assumer de façon adulte, de façon réaliste, de façon responsable, eh bien, votre différence, la différence de votre façon de penser. Par exemple, c'est la période pour moi où j'ai vécu au Chili, et étant là-bas, eh bien, j'ai pu me définir un petit peu plus libre de ce que le cadre, l'égrégore français avait pu me donner jusque-là, et découvrir des nouvelles structures, une nouvelle identité, et lui donner quelque chose de socialement plus abouti. Et puis le transit en signe qui venait encore avant pour Saturne, c'était Saturne en domicile en Capricorne, une période qui, pour nous tous, a pu être une période vraiment de travail intense, de réussir à concrétiser notre puissance terrestre. Par ce Saturne en Capricorne, eh bien, nous avons été poussés à réévaluer, à maturer un projet professionnel, une base matérielle et des choses de cet ordre-là. Alors, ensuite, ce que je voudrais vous expliquer par rapport à un transit de Saturne, eh bien, c'est pour le rendre plus concret. Vous savez, on se définit souvent par opposition à autre chose. Je ne suis pas mes parents, ou je ne suis pas mes voisins, ou je ne suis pas telle autre nationalité, ou je ne suis pas tel autre parti politique. Pour bien comprendre Saturne, eh bien, je vais vous le comparer à Pluton, parce que dans les descriptions des livres, c'est parfois un petit peu flou. Par exemple, Lise Green décrit Saturne d'une façon assez troublante, dans le sens où elle le rapproche, à mon sens, un peu trop de Pluton. Certainement, elle s'inscrit dans une tradition antique, puisque tant que Pluton n'avait pas été découvert, eh bien Saturne faisait office de Pluton comme la planète des confins du système solaire, la planète qui est aux limites du connu, et la planète aussi la plus lointaine, la plus inconsciente. Donc, jusqu'à découverte de Pluton, eh bien, les anciens attribuaient à Saturne beaucoup des vertus de Pluton, et c'est un petit peu dommage parce qu'on perd de la subtilité de tout ça, et donc je vous mets ce récapitulatif. Même si finalement les deux planètes vont avoir quelque chose de frustrant, quelque chose qui ne va pas dans le sens qui ferait plaisir à notre ego, eh bien il reste que la manière et les résultats sont d'une nature profondément différente. Les deux, quelque part, vont nous pousser un petit peu vers un moi plus réel, mais disons le moi réel de Saturne, c'est un moi social, c'est un moi terrestre, c'est un moi adulte,
là où le moi réel de Pluton est bien plutôt de l'ordre du moi supérieur, de notre identité spirituelle profonde. Donc l'objectif déjà de Pluton, il va au-delà évidemment de l'objectif de Saturne, mais inversement, bien sûr, vous n'atteindrez pas de façon utile et de façon souhaitable l'objectif de Pluton si vous n'avez pas déjà réglé correctement l'objectif de Saturne. Donc quelque part, s'occuper de Saturne, eh bien, c'est créer l'espace, c'est créer les fondations dans lesquelles eh bien, les planètes trans-saturniennes, les planètes qui sont au-delà de Saturne dans le système solaire, vont pouvoir réellement vous bénéficier et pas simplement vous emmener dans un ego trip spirituel. Donc Saturne, contrairement à Pluton, parle quand même plutôt à votre conscience. Il vous demande un effort de rassemblement. Il vous demande d'aller chercher tous les matériaux de votre conscience quand même principalement, de structurer par votre conscience votre champ d'action quotidien. Pluton a une ambition beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, beaucoup plus inconsciente, beaucoup plus bouleversante. Saturne donne une impression plutôt de blocage, de ralentissement, de frustration, mais à moins que Saturne soit combiné à d'autres planètes de type négatif, si on veut, c'est-à-dire si Saturne devient combiné à Mars, à Uranus, à Pluton, à Chiron, à la Lune noire, dans ce cas-là, disons le côté néfaste de Saturne se rajoutant à d'autres planètes ou astéroïdes ou points qui ont des effets par nature destructeurs, là effectivement un transit ou un aspect de Saturne combiné avec d'autres points qui seraient plus sombres, eh bien, va pouvoir générer, va pouvoir amplifier ce côté sombre d'un autre point. Mais par lui-même, Saturne est plutôt de l'ordre d'un coach, d'un père. C'est une autorité, Saturne, qui va resserrer les vis là où il y a besoin. Mais même si ça fait un peu mal, on va dire que ce n'est pas du tout de l'ordre des chocs qu'on peut recevoir par Uranus ou a fortiori par Pluton. Maintenant, voyons quelles sont les leçons profondes que nous sommes appelés à apprendre durant le transit de Saturne en Bélier. On peut déjà se rendre compte de là où Saturne en Bélier veut nous emmener quand on regarde quelques noms de célébrités qui ont Saturne en Bélier, donc ces personnes ayant plus de 40 ans, elles ont déjà passé justement leur retour de Saturne, entre autres choses. Et du coup, eh bien, elles ont pu ajuster ça pendant longtemps, elles ont compris cette contradiction apparente qu'est Saturne en Bélier. Albert Einstein, Jennifer Aniston, Julia Roberts, Will Smith, Céline Dion, Marine Le Pen, pour donner, disons, certaines personnes célèbres, c'est juste parce qu'elles sont célèbres et que vous pouvez les connaître que j'ai choisi celle-ci. Et donc, Pluton en Bélier, quand on réfléchit à ces différentes personnes, on voit que c'est des personnes qui ont une volonté de leadership. Il y a ce feu, cette braise ici. Autant on pourrait dire d'ailleurs que le bélier est de l'ordre d'une étincelle. Ici, une des images qu'on pourrait prendre pour Saturne en bélier, c'est justement cette braise tranquille d'un feu qui a fini de se consumer, mais qui va encore réchauffer, qui va encore produire un travail, si vous voulez, comme du charbon incandescent dans une machine à vapeur, mettons. C'est donc non pas une force explosive, mais c'est une force qui produit un mouvement beaucoup plus tranquille, qu'on le voit très bien dans ces personnalités en général. Si c'est dans certaines de ces personnalités, il y en a un autre feu que celui-ci, qui fait qu'elles peuvent être explosives, mais ceci mis à part, si on fait abstraction de ça et qu'on voit plutôt l'ensemble de l'image, il est clair que c'est des personnes qui ont une forme de contrôle et à la fois elles ont envie d'aller quelque part, elles ont une certaine clarté, elles ont une forme de leadership relativement tranquille. Quelque part, c'est donc à ça qu'on doit atteindre pendant ce transit de Saturne en Bélier,
C'est donc deux choses potentielles pour les personnes qui auraient un feu désorganisé, des personnes qui seraient impulsives, des personnes qui seraient compulsives. Là, Saturne va leur mettre un stop. Saturne va en tout cas essayer du mieux qu'il peut de les arrêter dans ce côté trop printanier, ce côté trop impulsif. On verra à la fin de la vidéo les signes que ça va concerner particulièrement. Et puis, à l'inverse, par exemple pour des personnes capricornes, pour des personnes vierges, même jusqu'à un certain point pour des personnes cancer ou poissons, au contraire, ici, eh bien, Saturne va rajouter des bûches sur un feu qui ne brûle peut-être pas assez. C'est-à-dire que Saturne est exalté en balance. Saturne ici va chercher l'équilibre. Et donc Saturne va juguler ou va réajuster le niveau de bélier en vous pour que ça corresponde à des choses réalistes, matures, responsables que vous pouvez accomplir dans le monde. Et donc dans ce deuxième cas, où vous seriez plutôt dans le cas d'un manque de feu ou d'un feu un peu trop sage, eh bien Saturne va au contraire raviver ce dont vous auriez besoin pour rêver un petit peu plus grand, pour dépasser aussi. Dans ce feu, on a donc non seulement ces objectifs concrets, mais aussi tout ce qui pourrait être de votre identité véritable. Le bélier, c'est quand même aussi le feu de notre esprit, c'est le feu de notre moi supérieur. Et là, Saturne, pendant ce transit, va s'évertuer de casser ce qui pourrait être trop superficiel, de casser ce qui pourrait être trop à vouloir plaire aux autres, et tâcher de le réaligner quand même, même si c'est pas au niveau où le ferait donc Neptune, Pluton ou même Uranus, mais disons va vous mettre sur une voie il va tâcher de construire les conditions dans lesquelles ces autres planètes transsaturniennes, donc notamment justement Neptune, qui sera lui aussi en bélier, eh bien, réaligner avec une identité plus réelle, plus universelle, que vous auriez pu mettre de côté. Dans les leçons principales que va nous donner Saturne en bélier, il y a à un niveau individuel, mais aussi du coup bien sûr collectif, la gestion de la colère. On va ici, avec Saturne en bélier, devoir apprendre à exprimer notre mécontentement, notre frustration, notre désaccord, d'une façon qui ne soit pas destructrice. Donc si vous avez par exemple un Mars, si vous avez généralement beaucoup de carrés, si vous avez beaucoup de scorpions, si vous avez beaucoup de taureaux, il y a cet axe de l'expression de soi, disons de se battre pour ce qu'on pourrait avoir extérieurement, qui est l'axe taureau-scorpion. Cet axe notamment va devoir s'ajuster. Nous avons eu Pluton en Capricorne jusqu'à fin 2024, pendant une quinzaine d'années, donc on est déjà à bonne école, on va dire, pour la leçon de la patience, mais ce transit, si la patience n'est pas quelque chose de facile chez vous, donc là, je pense notamment aux signes mutables, aux signes de feu, aux Gémeaux, aux Sagittaires, aux Béliers, aux Lions. Tous ces signes ont tendance à vouloir aller un petit peu plus vite que la musique, et si vous n'êtes pas arrivé au bout de cette leçon de la patience, vous allez avoir droit à un rajout ici de la part de Saturne en bélier. On aura enfin, comme leçon principale de ce transit, nous aurons l'idée du leadership. Je vous ai parlé de ces personnes qui ont Saturne en bélier et qui ont une forme de leadership tranquille et naturel. Saturne en bélier va vous poser la question de dans quel domaine vous devriez être un explorateur, un novateur, dans quel domaine vous pourriez inspirer les autres. Mais évidemment d'une façon juste, d'une façon réaliste, d'une façon qui puisse réellement porter des fruits. Il est intéressant, et je dirais même essentiel par rapport à ce transit de Saturne en bélier, de lui donner une touche mythologique. Et la raison de cela, c'est que Neptune va ouvrir le bal, va rentrer en bélier quelques mois avant lui, et il sera
pendant que Saturne passera. Donc Neptune va y rester beaucoup plus longtemps, mais on aura donc cet arrière-plan plus mythologique par Neptune, plus cosmique, plus inconscient, hein. Et donc les deux vont se mélanger, donc notamment évidemment en 2025, puisqu'ils seront dans les mêmes degrés en 2025, et donc toute cette énergie de structure va se mélanger, va se combiner avec une impression beaucoup plus grandiose, beaucoup plus inspirée potentiellement, mais aussi potentiellement beaucoup plus illusoire. Et donc on aura cette idée que structurer la force, structurer l'intensité, structurer l'instinct animal, est quelque chose de divin, est quelque chose d'incroyable, est quelque chose qui va nous dépasser. Donc il faudra surfer sur cet élan, mais sans se laisser porter trop tout de même par les illusions que ça pourrait générer. Et donc pour des personnes qui auraient une tendance un peu prosaïque, c'est intéressant de dire que cet élan du coup peut s'apparenter à l'épreuve de Seth, vous savez, ce dieu égyptien qui avait qu'on peut représenter avec une tête de chacal, ou une tête de chien de façon plus générale. Et ici on a donc des sonorités entre Seth, Saturne, Satan qui sont proches, hein. On a Sat d'ailleurs, l'éternité, hein, qui nous rappelle Chronos en sanskrit. Sat, comme dans Satchit Ananda, c'est le principe de stabilité, de vérité, d'éternité divin. Et en fait, on comprend donc que dans cette parenté entre ces différentes dénominations par différents peuples, on a en fait le principe de l'épreuve qui apparaît, disons, dans une culture relativement enfantine comme un tentateur extérieur mauvais, mais qui, pour une approche, on va dire, plus psychanalytique, plus moderne, plus intégrative, qui apparaît plutôt comme un aspect divin ou un aspect de notre âme qui va nous pousser, qui va nous mettre à l'épreuve, hein. L'épreuve qu'on échoue, eh bien, elle a des fois des conséquences difficiles, c'est un peu le principe. Et pour cela, on représente cet aspect de la vie du divin de soi, eh bien, sous des traits des fois diaboliques, parce qu'il faut, dans une conscience enfantine, qu'on prenne conscience, hein, de l'importance de l'épreuve, et c'est par la peur que les religions les plus anciennes obtiennent cela, hein, comme si vous voulez, avec des employés un peu rustres, souvent les managers sont obligés d'utiliser la peur pour obtenir quelque chose, là où avec des personnes de bonne volonté, il y a juste souvent à discuter, à se mettre d'accord, à mettre sur la table les besoins, etc. Mais donc c'est intéressant quand même sur un plan mythologique de sentir qu'on est dans une initiation, comme ça pouvait être dans le passé, hein, comme par exemple Job, dans le livre de Job dans la Bible, eh bien, est très riche, mais justement, Satan, voyant qu'il se croit un petit peu à l'abri de tout, au-dessus de tout, demande à Dieu, hein, de pouvoir le mettre à l'épreuve. Et on comprend donc que Satan, dans la Bible même, est aux ordres de Dieu, hein, qu'il y a donc cette hiérarchie et non pas une opposition frontale comme le pensaient certains groupes qui, à mon sens, à juste titre, ont été en l'occurrence jugés comme hérétiques. Il y a donc bien cette hiérarchie où c'est Dieu qui valide ou non la proposition de Saturne de mettre une personne à l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe quand on t'enlève quelque chose? Qu'est-ce que tu deviens, hein? Et une fois qu'on se place donc dans ce contexte quand même qui nourrit notre âme d'enfant, notre imagination, eh bien on a aussi une partie des forces nécessaires pour l'aborder avec intelligence dans sa conjonction avec Neptune. L'un des paradoxes que l'on peut ressentir quand on commence à étudier Saturne, et qui peut nous faire un petit peu bugger comme ça, c'est de se dire, est-ce que Saturne va accélérer, va freiner? On en a déjà un petit peu parlé en fonction des signes. Mais aussi, est-ce que Saturne va me bloquer, ou est-ce que Saturne va me libérer? Est-ce que Saturne va me limiter? Est-ce que Saturne va me faire grandir? Est-ce que finalement c'est positif? Est-ce que c'est négatif?
On a cette impression dans les descriptions de passer du pire au meilleur. Saturne va bloquer votre communication, mais vous allez être un bon communicant, par exemple, hein, pour un Saturne en Gémeaux ou un Saturne maison 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est bloqué ou c'est débloqué, c'est pire, c'est mieux, hein. Et donc, à la fin d'avoir lu ce genre de description, eh bien, on est perplexe et on n'est pas plus avancé qu'au début. Et en fait, le fonctionnement de Saturne, eh bien, il est chronologique, forcément, puisque Saturne, c'est Chronos. Et donc, il y a deux étapes, pour faire simple. Une première étape dans laquelle, effectivement, vous allez être sous-performant par rapport à la moyenne. Pour reprendre l'exemple que je donnais, si vous avez Saturne en Gémeaux ou Saturne en maison 3, scolairement, vous n'allez pas tout à fait être dans les clous. En termes de communication, en termes de relations avec les frères et sœurs, vous allez être moins bon, on va dire, dans une première partie de vie plus ou moins longue en fonction des efforts que vous faites. C'est important donc ce point-là. Donc Saturne va vous dire non, 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 tu vas pas faire comme tout le monde. Les gens ils pensent comme ça de façon très superficielle, ils parlent de façon superficielle, ils aiment de façon superficielle. Je ne vais pas te laisser suivre, disons, le courant général. Ce qui, dans un premier temps, eh bien, vu qu'on est quand même assez grégaire, et surtout quand on est jeune, si on vous bloque le côté grégaire, ce que fait assez bien Saturne, ben, il ne vous reste pas grand-chose dans un premier temps. Donc vous êtes dans ce no man's land, vous êtes dans cette terra incognita où ce que fait tout le monde vous ennuie, ne vous attire pas. Si vous avez donc Saturne en maison 3 ou Gémeaux, le small talk, vous savez, parler pour ne rien dire, mais générer un petit lien social qui montre que vous êtes une personne tranquille, une personne fiable, une personne posée, et que on peut faire des petites connexions comme ça, qu'on peut faire grandir petit à petit. Eh bien, si vous avez Saturne dans ces positionnements, vous voulez directement quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus personnel, et ce serait la même chose si vous avez Saturne maison 5, vous allez vouloir un amour sérieux, un amour durable, vous n'allez pas vouloir passer par des étapes où vous seriez dans une relation, on ne sait pas combien de temps elle durera, etc. Vous voulez directement vous marier, mettons. Voilà, le niveau d'exigence personnelle et le niveau d'attente des interactions liées au domaine concerné par là où se trouve Saturne est toujours plus grand et promet une première partie de vie assez frustrante. Et inversement, tout cela va faire son chemin à partir du moment où la conscience va s'en mêler, où après s'être pris un certain nombre de murs, on va être obligé d'aller chercher quelque chose un peu plus personnel, mais aussi un peu plus efficace, mais aussi plus conscient. Là où les gens, par exemple, parlent de façon automatique et de façon comme ça leur vient, mais finalement d'une façon très ordinaire, eh bien, une personne qui aurait, pour filer cet exemple, Saturne en maison 3 ou en Gémeaux, va avoir cette capacité finalement à parler comme un orateur après longtemps, hein, ça peut lui arriver 30, 40, 50 ans, à avoir quelque chose d'utilisé, des belles tournures de phrases, avoir quelque chose d'une structure, quelque chose d'un vocabulaire, quelque chose d'une élocution, parce que, à force d'avoir cette attention de chaque détail, eh bien son puzzle est beaucoup plus large, son champ d'outils, enfin sa boîte à outils verbale est beaucoup plus étendue, et donc il va finalement surperformer tous les autres. Donc c'est comme ça qu'on réconcilie la contradiction apparente de Saturne, et donc là, suivant là où vous en êtes par rapport à votre propre principe du bélier intérieur, peut-être que vous commencerez dans l'étape 1 avec des portes qui vont d'abord se fermer, des impressions frustrantes, l'impression que le stade de foot est fermé et éteint, qu'on ne peut plus crier à qui mieux mieux, qu'on ne peut plus se promener sans réfléchir à où on va, etc. Tandis que si vous avez déjà franchi cette étape de l'acceptation de la frustration par rapport à vos instincts de base,
si vous avez déjà subi la frustration eh bien, de savoir canaliser votre personnalité, dans ce cas-là, eh bien, Saturne sera dès le début du transit votre allié et vous vous sentirez renforcé dans la structure de votre moi, dans la structure de votre leadership, dans l'élan de vous réaliser, dans l'élan d'entreprendre des projets, parce que Saturne directement posera l'autorité de son tampon sur vos projets et sur vos actions. Une remarque sur les effets collectifs de Saturne en Bélier. Collectivement, il est certain que les planètes transplutoniennes, donc en premier lieu Pluton, deuxièmement Neptune, troisièmement Uranus, ont un effet beaucoup plus profond sur les sociétés, parce que les sociétés évoluent lentement. Ici, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous évoluez consciemment, donc vous avez la capacité dans les 2-3 ans d'un transit de Saturne, eh bien, d'utiliser intelligemment ces énergies, mais au niveau social, eh bien, 2 ans et demi de quelque chose ne suffit pas, hein. Les peuples changent plutôt, on va dire, à minima sur 5-10 ans, et c'est un petit peu trop court, un transit de Saturne, pour laisser des marques durables et caractéristiques. Le transit de Saturne en Bélier va être beaucoup teinté donc par la position des planètes transsaturniennes en signe et en aspect. Et disons secondairement, on va voir des points communs, par exemple de questionnement entre la jeunesse qui serait le Bélier et Saturne qui serait l'autorité, ou de vouloir pousser des frontières, de vouloir changer des frontières. On peut voir donc comment ce côté impulsif est questionné à un niveau global, ou comment, disons, quand on a des transits qui poussent à un apaisement, par exemple quand on avait Pluton en Sagittaire, hein, le Sagittaire recherche l'harmonie, recherche le côté intégratif, Pluton en Sagittaire eh bien, a pu rendre le passage de Saturne en Bélier plutôt aller chercher une paix dans des conflits qui existaient, et à l'inverse, quand on a eu des transits en Scorpion en même temps, au contraire, c'est plus le côté Bélier qui est ressorti, et on a eu des choses de type mai 68. Dernière partie de cette vidéo, celle que vous attendiez tous. Que va-t-il se passer pour chacun de nos 12 signes ? On va avoir dans tous les cas une réponse par rapport à la maturité du signe, hein, puisque Saturne c'est la maturité, et donc suivant comment on se positionne, le type de challenge va être assez différent. Dans tous les cas, et pour tout le monde, on a du début de Saturne en Bélier jusqu'à la fin de 2025 environ, un sextile qui est positif avec Pluton en Verseau. C'est-à-dire que Pluton va aider dans tout le processus qu'on va décrire. Pluton en Verseau, donc un effet de groupe positif, un effet de technologie éventuellement positif, un effet de recherche de soi, éventuellement par l'isolement, la philosophie, le fait de se sentir différent, tout cela va contribuer à une maturation de notre identité. On a aussi, et là c'est pareil, c'est pour tout le monde, et c'est plus vrai en 2025 que par la suite, une conjonction avec Neptune, et donc on va tenir compte de tout ça pour les 12 signes. On commence donc avec les béliers, et là le distinguo en fonction de la maturité du bélier est assez important. Un bélier jeune va avoir l'impression, ici, jeune dame, va avoir l'impression qu'on le met dans un box, qu'on lui empêche de vivre les aventures désordonnées qu'il vivrait par ailleurs d'habitude, et donc ce début de transit peut pour lui être difficile. Dans le cas où on aurait un bélier qui a déjà fait son travail d'intégration, et bien là, ça va être l'occasion de valoriser, de tirer les bénéfices justement de cette aventure intérieure qu'il a osé faire de façon intelligente. Et on peut dire que dans ce cas, eh bien, le leadership assez naturel des béliers va être cette fois-ci renforcé, là où des fois, eh bien, beaucoup de personnes les trouvent un petit peu excessifs, vous savez,
sont toujours à 100 à l'heure, ils veulent que vous vous leviez à 5 heures le matin, que vous commenciez par filmer 3 vidéos après avoir fait 50 pompes. Tout le monde n'est pas capable de commencer la journée comme ça. Eh bien, avec Saturne ici en Bélier, ils vont être plus réalistes aussi dans ce qu'ils peuvent attendre des autres. Il va y avoir un petit peu plus, disons, de contact avec la réalité du monde social au-delà de leurs propres capacités. Saturne en Bélier pourrait passer un petit peu sous le radar des Taureaux dans la mesure où c'est le 12e signe si on commence en Taureau. C'est le dernier signe avant le Taureau. Donc pour les Taureaux, ça a cette valeur du 12e signe qui est une valeur de quelque chose d'inconnu, quelque chose de caché. Quelque part, leur propre individualité est souvent quelque chose de caché pour les Taureaux puisque ils recherchent la paix après le combat, ils n'ont pas envie trop de rentrer dans ces différences d'opinion, et que souvent quand ils y rentrent, ça devient assez violemment conflictuel. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les Taureaux, et donc ils préfèrent en général s'en tenir à des relations amicales dans lesquelles on se connecte par le cœur. Ici donc, les Taureaux pourraient tenter d'ignorer cet appel à la construction de l'individualité pour ne pas réveiller des conflits karmiques avec des personnes qui leur sont chères. Néanmoins, eh bien, les Taureaux pourraient également profiter globalement de ce ralentissement, cette volonté d'apaisement que va apporter Saturne en Bélier. S'ils veulent bien prêter attention à cette énergie, eh bien ça peut être un pont qui essaie de se construire de cette énergie Bélier, dont ils ne sont pas complètement opposés donc, vers leur élément Terre, qui est l'élément naturel de Saturne. Donc ici, eh bien, ils pourraient apprécier, ils pourraient accompagner ce mouvement, et inversement, Saturne en Bélier, s'ils acceptent d'aller donc vers ce territoire un petit peu plus intense, pourrait leur éviter de tomber dans la routine qui est un petit peu le risque chez les Taureaux. C'est finalement de tellement rechercher la paix, la sécurité et la stabilité familiale qu'ils se réveillent, 15 ans sont passés et mon Dieu, les voilà déjà âgés. Ici, ils peuvent donc profiter de ce transit de Saturne en Bélier pour avoir des petites adaptations de leur routine, des petites modifications qui apportent des projets et qui les empêchent de tourner trop en rond. Les Gémeaux, eh bien, il y a de grandes chances que nos amis Gémeaux prennent Saturne en Bélier comme un jeu. Saturne, de façon générale, n'est pas spécialement connu des Gémeaux, il est même assez antinomique dans la mesure où les Gémeaux est le signe entre tous qui reste le plus jeune. Il y a une opposition en termes d'énergie d'âge existant entre Saturne et le Gémeaux. Le Gémeaux, eh bien, c'est l'écolier, l'écolier de primaire. Et Saturne, eh bien, c'est la personne qui arrive à la fin de sa carrière, qui est au sommet, donc professionnel, parce qu'elle a beaucoup travaillé. Ce n'est pas encore la personne retraitée. La personne retraitée, au début de sa retraite, ce sera Uranus, puis Neptune, puis Pluton sur ces dernières années. On associait anciennement Saturne à la fin de la vie, puisque la vie s'arrêtait, en fait, quand on s'arrêtait de travailler, il n'y avait pas de retraite. Donc dans les sociétés traditionnelles, on a associé Saturne, aussi parce que c'était la dernière planète, eh bien on l'a associé à la fin de la vie, mais c'est simplement en fait l'aboutissement de la vie professionnelle. Bon, on est donc ici assez loin des préoccupations principales des Gémeaux. Ils vont plutôt ici, eux, ressentir quelque chose qui est de l'ordre de leur 11e maison, en tout cas 11e maison dans ce qu'on appelle les maisons dérivées, c'est-à-dire que si Gémeaux est la première maison, le signe du Gémeaux est la première maison, et bien le signe du Bélier, quand on compte, est la 11e maison. Et donc ici, Saturne en Bélier va venir activer
quelque chose de l'ordre d'une individuation, va venir activer la recherche de ce réseau professionnel. Et quelque part, si les Gémeaux jouent le jeu, ils peuvent aussi retrouver une partie de leur feu. Les Gémeaux, finalement, ayant tendance à esquiver, un petit peu comme les Taureaux, ce côté qui serait trop impliqué, ce côté qui prendrait trop position. Les Gémeaux aiment maintenir une certaine neutralité. Et là, eh bien, Saturne en Bélier va dire stop à ce type de neutralité et va les inviter plutôt à définir clairement et une fois pour toutes des valeurs pour lesquelles ils mériteraient de se battre, de vivre, de grandir, de se responsabiliser. Dans la mesure où on est en sextile, cette leçon sera de nature plutôt douce, plutôt progressive pour les Gémeaux. Et vous l'aurez compris, et je l'ai déjà indiqué plusieurs fois dans cette vidéo, il ne s'agit pas du transit ni le plus glamour ni le plus facile, puisqu'il s'agit de combiner nos forces guerrières, quelque part, le guerrier persévérant et tenace qu'est Saturne, et le guerrier direct et assez va-t-en-guerre qu'est Mars, par le Bélier. Donc évidemment, ce transit n'est spécialement facile, complètement facile que pour une personne qui aurait déjà intégré beaucoup de parties de son âme, et notamment bien intégré les différentes facettes de son masculin. C'est pour ça que, même si on est au Cancer et déjà au 4e signe, je continue avec des variantes en fonction de la personnalité des signes à expliquer que ce transit apporte plutôt des défis, puisqu'il est par nature plutôt disharmonieux, dans le sens qu'il nous demande de combiner des choses que nous n'avons pas l'habitude de combiner. L'intensité et la patience, soit nous sommes patients, vacances, dodo, soit nous sommes intenses, travail, café, courses, mais rarement nous combinons ces deux aspects de notre âme. Et c'est pour ça que ça rend la chose compliquée, même donc pour les signes de feu ou de terre qui auraient a priori des affinités avec ce transit. Bien, alors le Cancer n'échappe pas à la règle. Ici, ça va lui paraître un petit peu bizarre à plusieurs titres. Déjà, eh bien, qu'on lui demande de trouver une maturité sur qui il est, un petit peu comme le Taureau qui a envie de se couler dans l'esthétique et la tranquillité de sa maison, eh bien, le Cancer a envie de se couler dans son clan d'appartenance. Et le fait qu'on lui demande de se positionner en tant plus, cette fois-ci, que patriarche puissant, quelque part, ce transit nous appelle à ça, en tant que leader responsable, ça n'est pas ce qui l'excite ni ce qui le sécurise. Au contraire, le Cancer, c'est une éponge qui aime ressentir les courants marins, ressentir la chaleur des autres dauphins autour de lui. Il n'a pas spécialement envie ni de se mettre en avant, même s'il a une riche imagination. Par exemple, les personnes qui ont du Lion et du Cancer font des acteurs formidables, mais globalement, le Cancer seul a plus envie d'appartenir de façon indifférenciée. Cancer, c'est le domicile de la Lune, c'est le domicile de la religion. On a envie de faire un sous une même église, si vous voulez. On a envie de professer, d'avoir une profession de foi commune, de croire en les mêmes choses, d'appartenir, de sentir une appartenance nationale ou à un club de foot. Et on n'a pas envie de devenir ce héros solitaire, ce loup solitaire, quelque part, auquel nous appelle ce transit. Le transit nous pose la question, quelle quête es-tu prêt à mener jusqu'aux confins de la solitude, c'est ça, cette rencontre. Donc évidemment, le Cancer, il coche la case aucune, ne me rappelez pas s'il vous plaît,
Alors que, évidemment, comme tous les autres signes qui ont coché cette case précédemment, c'est justement une case qui lui permettrait de retrouver plus de colonne vertébrale. Saturne nous donne de la colonne vertébrale. Et ici, avec le Bélier, eh bien, c'est une colonne vertébrale musclée qui pourrait le compléter, évidemment, utilement. Et nous passons à nos amis Lions, qui sont relativement bien placés à deux titres. D'une part, par rapport au Bélier, ils ont l'avantage que le Lion a, dans le cycle de l'année, une maturité plus grande, puisque c'est le 5e mois astrologique contre le premier pour le Bélier. Le Bélier, c'est le jaillissement de la vie, c'est ce jaillissement premier et irréfléchi. Tandis que le Lion, eh bien, il y a déjà quelques mois qui se sont passés, on est un peu plus dans sa propre ambiance d'âme, avec une guitare, avec un pas de danse, mais on a plus de conscience de soi que dans le Bélier. Donc ici, le pas du feu pur, que serait le Bélier, vers le feu qui a une sagesse et qui concrétise des choses que représente ce transit, il est considérablement plus facile. Bon, il reste que, comme tous les signes de feu, ce sera la même chose pour les Sagittaires, il y a un côté très direct, il y a une forme d'impatience, il y a une envie de tout transformer, tout azimut. Pour les Lions, le Bélier est le 9e signe, si on compte un signe à partir du Lion, donc 2, la Vierge, etc. Et on arrive au 9e signe pour ce qui est du Bélier, c'est-à-dire qu'ici, Saturne en Bélier va aussi avoir cet effet de leur faire regarder quelle pourrait être l'autorité culturelle, la valeur de la 9e maison. Quelle autorité culturelle nos amis Lions pourraient-ils occuper, que pourraient-ils transmettre? Quelle valeur, quelle autorité par rapport aux valeurs pourrait-il incarner lors de ce transit? À y réfléchir, on peut imaginer, même s'il y a un côté administratif et lent qui peut les ennuyer, que cet ennoblissement, quelque part par le Capricorne, par cette élévation par Saturne du Bélier, pourrait ne pas leur déplaire. Il y a quelque chose où ils pourraient trouver de l'ordre d'un cadre, d'une royauté, en entrant dans ce genre de rôle. Et nous passons à nos amis Vierges. Alors, quand on commence du signe de la Vierge, le signe du Bélier, c'est le 8e signe. Or, 8, vous savez, c'est le nombre de pattes des araignées, par exemple. Et il y a là une valeur scorpion dans ce numéro 8, ce qui veut dire ici que pour les Vierges, ça n'est pas non plus quelque chose qui va être évident. Il y a l'idée dans le signe de la Vierge que ce qui a de la valeur, c'est le service, c'est le travail, c'est la compétence. Eh bien, ici, cet appel de Saturne à une utilisation juste de l'individualité est quelque chose qui n'est pas loin pour beaucoup de Vierges de la phobie. Évidemment, ça dépend de la capacité des Vierges à vivre ce genre d'expérience. Une Vierge qui a par exemple du Scorpion a l'habitude d'être confrontée à ses peurs et va être plus armée pour ce transit. De même qu'une Vierge qui a des éléments, des planètes en feu ou un ascendant en signe de feu sera bien équipée pour faire face à ce qui va se passer là. Mais moins c'est le cas, plus, disons, elle va sentir une forme de dissonance entre cet appel à utiliser justement son leadership, sa personnalité, sa capacité d'autonomie, j'en ai pas parlé, mais ça fait aussi partie des valeurs du Bélier, et en l'occurrence pour les Vierges, ça peut être compliqué. Les Vierges sont très autonomes dans leur travail une fois que les tâches sont définies, mais inversement, elles ont généralement besoin d'un cadre sécurisant, d'un cadre professionnel, d'un cadre familial. Elles ont besoin du cadre d'une maison et se dire que l'aventure peut être un cadre qui amène des bénéfices, que l'aventure, le fait d'exprimer ses opinions peut être quelque chose
qui est nécessaire pour aller de l'avant matériellement, ce qu'exprime ce transit, peut être quelque chose d'assez déroutant et qui confronte donc ici les Vierges à une impression étrange. Mais inversement, si les Vierges font le travail d'intégrer ce Saturne en Bélier, elles vont se rendre compte qu'elles sont moins dépendantes qu'elles voulaient le croire, moins dépendantes de leur conjoint, de leur famille, de leurs employeurs, de leur travail, et que finalement, ce feu, cette vie, cette confiance, ce courage, tout cela, elles l'ont également en elles-mêmes. Alors il ne s'agira pour personne de rejeter totalement la polarité contraire dans ce transit, puisque c'est un transit d'apaisement, d'équilibre, mais donc les Vierges pourraient être amenées à cette réalisation intéressante. Et passons aux balances. Les balances vont connaître ici une opposition, donc opposition à la fois à Saturne et à Neptune, et donc pour elles, cette mythologisation du combat, cette puissance de se retrouver dans des situations hostiles et d'avoir la patience d'y faire face, n'est pas, de façon générale, leur élément favori. Ça l'est plus donc pour les balances deuxième décan qui sont un petit peu plus combatives, un petit peu plus masculines, on va dire. Mais globalement, ça n'est pas spécialement ce qu'elles préfèrent. Et on est dans un scénario assez proche de celui des Vierges, c'est-à-dire que les Vierges aiment graviter autour d'un service, aiment graviter autour de compétences, d'un travail, là où les balances sont plus dans un mode amoureux ou amical, même si les Vierges sont très amicales aussi, les deux peuvent se définir un petit peu en fonction de ça, ce serait peut-être d'ailleurs le point le plus commun dans ce besoin de gravité autour de quelque chose. Et donc ici, la balance, on lui propose d'arrêter de graviter autour d'un amoureux ou d'une amoureuse, d'arrêter de graviter autour d'amis, mais plutôt de trouver son centre, un centre constructif et un centre qui peut aussi rapporter de l'argent, fructifier, se demander en quoi son courage, elle l'a peut-être trop souvent projeté, puisque du coup le Bélier est le 7e signe pour la balance, donc il est dans l'opposé, dans ce qui me complète plus souvent chez l'autre que chez moi. Et donc, pour les balances, il s'agit de réintégrer ça. Et nous voyons les scorpions qui sont invités, eux, à devenir un petit peu plus vierges, un petit peu plus travailleurs, un petit peu plus fourmis par ce transit de Saturne en Bélier. Pour les scorpions, le Bélier est le 6e signe, c'est-à-dire qu'il s'agit de s'extérioriser. Le scorpion, vous savez que c'est le signe qui arrive à peu près au moment de la Toussaint, de Halloween, et c'est donc un moment de relative intériorisation. Après, on va se réextérioriser vers Noël, et puis ensuite vers le printemps, en allant vite. Mais le Scorpion est vraiment un moment où on rentre dans les profondeurs, dans l'obscurité, et donc le Bélier est de l'ordre d'un travail pour le Scorpion. Il y a une affinité naturelle dans la mesure où les deux sont des signes assez guerriers, mais le Scorpion est plus un guerrier de façon générale intérieure, alchimique, et le fait d'aller vers le Bélier, donc un signe de feu, d'extériorisation, d'extraversion, de dire ce qu'on pense sans réfléchir. Le Scorpion est toujours là comme un agent secret, en tout cas le Scorpion qui aurait beaucoup de Scorpions et pas de signes qui diraient le contraire de ça. Donc ici, c'est quelque chose qui à la fois sonne un petit peu familier, somme toute, et en même temps est de l'ordre d'un travail, d'une nouvelle discipline pour aller vers l'extérieur de façon juste, de façon mesurée. C'est donc une bonne occasion pour nos amis scorpions de quitter un petit peu cette zone de protection pour oser prendre plus de risques de façon raisonnable, de façon mesurée, de façon planifiée. On peut dire ici que les scorpions vont être dans un environnement partiellement nouveau, partiellement connu, qui globalement devrait leur donner une extraversion dont ils ont parfois besoin. Parlons des Sagittaires.
en tant que dernier signe de feu du zodiaque, ils ont l'avantage d'avoir le feu qui a le plus de maturité, le feu qui est le plus proche finalement des énergies de Saturne. Pour eux, le bélier est leur 5e signe, en partant de 1, le sagittaire. Et donc, les concernant, il va s'agir de mettre un petit peu le holà sur leur adolescent intérieur. Vous savez que les sagittaires sont de véritables licornes, et puis ils font des blagues un petit peu décalées des fois. Ils s'amusent beaucoup sans toujours d'ailleurs ressentir les conséquences que ça peut avoir, ce qu'ils racontent. Et ici, eh bien, Saturne, dans leur 5e signe, va leur apporter un petit peu de raison, de sagesse par rapport à leur côté amoureux, créatif, ludique, et donc va les faire maturer dans cette direction. Néanmoins, pour la plupart des Sagittaires, l'appel à la patience sera encore quelque chose d'utile, quelque chose d'attendu, et nos amis Sagittaires qui n'auraient pas fini ce chemin, on peut penser notamment à tous les Sagittaires qui n'auraient pas fini leur progression en Capricorne, ou qui en seraient au début, puisque le Sagittaire progresse au fil de la vie en Capricorne, eh bien, ils auront donc double ration de Capricorne. Inversement, c'est les Sagittaires qui auraient bien avancé dans leur progression solaire en Capricorne. Alors, si vous calculez votre progression secondaire, eh bien, la position du Soleil, pour beaucoup de Sagittaires qui ont entre 0 et 60 ans, ça dépend de où se trouvait le Soleil au moment de la naissance, la moitié donc des Sagittaires entre 0 et 60 ans ont un Soleil progressé en Capricorne, et ceux-là sont donc doublement à l'école de Saturne. S'ils y sont depuis longtemps, ça va être quelque chose qu'ils ont déjà intégré, ils ont déjà appris qu'il s'agissait de ralentir. Ils en seront donc assez capables, et le fait que on valorise plus cette capacité pas si évidente à pouvoir à la fois aller vite et à la fois freiner à chaque fois que c'est nécessaire, à prendre, disons, les lignes droites avec vitesse et les virages avec lenteur, va être quelque chose qui va être plus valorisé socialement pendant cette période-là. Ceux qui ont donc bien travaillé ça vont pouvoir en récolter les fruits, et tant mieux pour eux. Les Capricornes, nous avons ici un moment un petit peu magique, nous avons parlé quand même par rapport aux Capricornes de moments pas évidents quand nous avions parlé de Pluton en Verseau et des 20 ans qui les attendent. Eh bien sachez, si vous êtes Capricorne, si vous connaissez des personnes Capricornes, qu'ici on vous offre un cadeau dans le sens où c'est votre maître, le maître de votre signe, qui a le droit à une renaissance, qui a le droit à un reset. Ce n'est pas la renaissance du Scorpion, qui est d'abord une mise à mort, mais c'est vraiment, on balaie les énergies et on commence sur une feuille blanche. C'est cette magie des commencements, comme le commencement du printemps justement, puisque Saturne va franchir cette ligne énergétique, du printemps, qui est le passage de la fin du Poisson au Bélier. Et donc, on a un nouveau cycle d'être du maître des Capricornes qui a lieu. Donc c'est assez majeur, et c'est une très belle occasion pour eux de se dire qu'ils ont à cette date, à ce moment, la capacité de laisser ce qui ne les intéresse pas du passé et de redéfinir une nouvelle identité, une nouvelle direction. Et ils vont pouvoir donc assumer ici une identité qui leur correspond plus, en enlevant les couches peut-être parfois trop ambitieuses, parfois trop adaptées en fonction de leurs ambitions, pour oser plus vivre leur feu intérieur, vivre leur adolescent intérieur, se laisser porter par la puissance de leur enthousiasme. Ça va être ça les défis qui les attendent, mais quelque part,
on peut le voir avec, évidemment, les peurs qui peuvent s'y rattacher, mais on peut le voir comme une carte joker ici, hein, un petit peu comme ces atouts qu'il y a dans les différents jeux, qui leur permet de franchir éventuellement un obstacle sur lequel ils étaient bloqués et de repartir sur des bases nouvelles. Et nous passons au Verseau. Alors si on y réfléchit, les Verseaux ont toutes les cartes en main ici, puisque ils ont d'une part Saturne qui fait partie de leur maître naturel, Uranus les concerne plus, mais Saturne a aussi son mot à dire sur le signe du Verseau. Donc ils ont un lien ici directement avec Saturne. Ils ont d'autre part un sextile avec le signe du Bélier, c'est-à-dire que spontanément, le Verseau n'a pas de mal à se définir comme étant différent, il n'a pas de mal à prendre de la distance, à avoir une certaine forme d'indépendance. Donc quelque part, le Verseau s'entend facilement avec les énergies du Bélier, et quand il est dans une phase de persévérance, eh bien, il s'entend bien aussi avec le signe, avec Saturne. Donc ici, il est en territoire assez connu, il a cette capacité tout à fait d'être lui quand c'est nécessaire et d'être patient quand c'est nécessaire. Simplement, eh bien, des fois, il est quand même emporté par son propre chaos, il est emporté, disons, par cette soif d'être soi, cette soif de liberté, et disons, le léger bémol qui peut apparaître pour lui de temps à autre dans ce transit, c'est mes valeurs peuvent-elles entrer en conflit avec ma liberté? Est-ce que je suis capable de m'engager de façon suivie, de façon contraignante pour quelque chose? Le Bélier étant quand même, il fonce, mais il a quand même un objectif, il a quand même une volonté, une ambition, un but. Là où le Verseau, quelque part, est dans des choses plus célestes, on va dire, et peut trouver un petit peu étriqué des fois d'être dans une direction trop prédéfinie. Le Verseau aime bien, si vous voulez, un peu comme un oiseau, se laisser porter par les courants aériens, là où le Bélier va de façon beaucoup plus précise. Et donc ici, disons, la subtilité d'ajustement pour les Verseaux pour être de cet ordre. Mais inversement, eh bien, ils peuvent bénéficier du fait de, pour une fois, aller de façon plus directe, plus intense, plus décidée, vers des objectifs qu'ils pourraient se fixer. Et finalement, les Poissons. Eh bien, pour les Poissons, le Bélier est une énergie qui peut sembler un petit peu intimidante. Le Poisson est notre principal hypersensible, certainement à égalité avec le Cancer dans le zodiaque. Les deux sont, disons, hypersensibles. Le Scorpion est hyper susceptible, on pourrait dire. Mais en tout cas, le Poisson préfère souvent rester dans quelque chose de feutré, de protégé, d'intériorisé. Et ça lui coûte assez souvent de sortir, d'oser, de se montrer. C'est pour lui assez fatigant d'ouvrir les portes de son âme parce que son âme capte très facilement beaucoup de choses. Et ici, donc, qu'on lui suggère d'être plus leader, plus acteur, plus courageux, n'est pas un défi des moindres. Et l'enjeu pour les Poissons, eh bien, c'est que le Bélier est leur deuxième signe. Pour le Poisson, cela veut dire que toute la quantité d'imagination, de vision, les Poissons sont des visionnaires, pour que ça puisse réellement les rendre riches, ce qui correspond au deuxième signe, à la deuxième maison, eh bien, pour qu'ils puissent réellement mettre en valeur tout l'univers de leur imagination et de leur vision qui sont des fois des visions donc administratives, technologiques, industrielles, eh bien, pour qu'ils puissent partager toutes ces visions, il faut bien qu'à un moment, ils sortent, ils se montrent, ils osent montrer ces choses qui n'existent pas encore. Et donc, ce qui permet aux Poissons de réellement toucher terre, quelque part, c'est le Bélier. Et ici, le fait que Saturne soit présent
dans le signe du bélier leur apporte un bélier qui n'a pas ce côté à mettre des coups de pied aux fesses, hein, n'a pas ce côté à vouloir aller plus vite que ne leur permet leur niveau de sensibilité. Et donc c'est plutôt une bonne chose puisque on a, si vous voulez, quelque chose qui est de l'ordre d'un café, mais un café qui cette fois-ci est emballé dans un carton protecteur. On a peut-être une paille qui leur permettra de le boire tranquillement et à leur rythme. Et donc les poissons vont pouvoir continuer sur une lancée globalement assez positive qu'ils avaient eue par Pluton en Capricorne ces dernières années. Ils vont donc, pour beaucoup d'entre eux, pouvoir poursuivre le mouvement d'enracinement, de création, de réalisation professionnelle qu'ils avaient avec Pluton en Capricorne. Ils vont donc pouvoir le poursuivre avec Saturne en Bélier. Et voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Vos commentaires me font toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.